Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Samuelian Werve, qui est le CEO et cofondateur d'Alan et également cofondateur de Mistral AI. Alan est né de constat que la santé est un peu cassée, alors qu'il s'agit d'un des fondamentaux de la société. Sans santé, la société ne peut pas opérer. La santé coûte très cher, 12-13% du PIB, avec des rendements de plus en plus décroissants, des médecins en burn-out, une hausse des maladies chroniques et une baisse de la fertilité. Face à ce constat, Alan essaye de faire de la prévention une nouvelle norme pour tous. À cette fin, ils ont construit d'abord une assurance santé qui est couplée et intégrée avec des services de prévention et d'accès aux soins, qui aide à marcher plus pour lutter contre la sédentarité et réduire l'absentéisme, qui aide à agir sur la santé mentale, sur le mal de dos, qui permet de parler à un médecin 7 jours sur 7, toutes spécialités confondues, à mieux naviguer le système de santé et réduire le coût des soins. Alan est donc un acteur et un partenaire intégré dans le quotidien pour aider à agir sur sa santé. Alan couvre quasiment 1 million de personnes avec un peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 60%. Alan opère dans 4 pays, la France, l'Espagne, la Belgique et le Canada, et emploie 700 Alaners. Jean-Charles est parfois appelé l'enfant terrible de la French Tech, bien qu'il vive à Bruxelles. C'est un entrepreneur né qui veut faire une réelle différence dans le monde de la santé et qui y arrive. Ses principes de leadership et de culture sont inédits. Il est humble, visionnaire, déterminé, nuancé et radicalement inspirant. Ce jeune leader est reconnu comme un des top entrepreneurs européens, ni plus ni moins. Avec Jean-Charles, nous parlerons de la culture très explicite d'Alan, de la transparence radicale, de pourquoi il n'y a pas de rémunération variable chez eux, de la confiance, de l'autonomie, de la déconnexion, des AI bien sûr, et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Jean-Charles Samuelian Werve, cofondateur et CEO d'Alan. Avant Alan, ça dépend quand est-ce qu'on commence, mais il y a plusieurs étapes clés dans ma vie qui m'ont amené à construire Alan. Un peu, c'est un point de convergence de plein de choses. La première, c'est j'ai eu la chance de grandir avec 2 parents médecins hospitaliers. Donc j'ai vu le fonctionnement du système de santé de l'intérieur avec à la fois la qualité extraordinaire des professionnels de santé et à la fois les différentes ruptures que le système vivait en termes de contraintes, de problématiques d'accès aux soins, de non-utilisation de la technologie. Le deuxième gros moment de ma vie, c'est la découverte d'Internet en tant que jeune adolescent et du pouvoir illimité que ça donnait à construire des sites Internet, des jeux vidéo, à interagir avec le monde entier, à faire que tout le savoir était à portée de clic. Et ça m'a complètement défini en tant qu'adolescent et ma vie, montrer que tout était possible. C'est quand même assez extraordinaire qu'on pouvait tout apprendre. Et du coup, j'ai su à ce moment-là que je voulais dédier ma vie sûrement à la convergence de la technologie et de la santé. Et j'ai eu un très heureux accident de parcours qui est que pendant mes études, avec 2 copains, on réfléchissait à plein d'idées, avec un copain principalement et ensuite avec un autre, à plein d'idées sur qu'est-ce qu'on voulait créer. Et moi, c'était autour de la santé. Et il est arrivé avec une idée que le siège d'avion, c'était très, très mal fait. Et donc, on a commencé à regarder ça ensemble, les week-ends, et on s'est aperçu qu'on pouvait construire quelque chose de rupture dans cette industrie du siège pour faire économiser du poids, beaucoup de poids, et donc avoir un impact net sur l'environnement, des économies de CO2, de kérosène aussi, et réinventer un peu les matériaux qui sont dans le siège d'avion. Et donc, on a créé un siège d'avion en composite et en titane. Cette société s'appelle Explicit, elle existe encore. C'était une aventure entrepreneuriale extraordinaire. On a fait le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe éco. On a des compagnies aériennes partout dans le monde, que ce soit en France avec Air France sur leur court courrier, aux États-Unis, au Canada, en Asie du Sud-Est, à peu près partout. Et donc, une aventure industrielle fascinante. Et ensuite, j'étais reconfronté au système de santé de manière assez profonde via le cancer d'un de mes grands-pères dont j'étais très proche. Et un peu un sentiment d'impuissance par rapport à la complexité, par rapport à ce qu'il fallait faire, comment, la charge administrative, quels étaient les outils qu'on avait en termes de prévention pour éviter ces cancers. Et arrivé à la conclusion qu'il fallait que je crée Alan
avec cette vision du coup de faire de la prévention la norme pour tous, de rendre le soin plus accessible, de faire en sorte qu'on lutte contre les grandes crises de notre société qui sont les maladies chroniques, la santé, les problématiques de santé mentale, les problématiques de bien-être physique aussi, mal de dos, etc., et qui sont cruciales, les enjeux de nutrition, de sommeil, de médecine personnalisée qui me passionnent. Et la question qu'on s'est dit, mais c'est comment on va réaliser ça? Comment on va aider à résoudre ce problème qui est crucial pour la société? Sans santé, on n'a pas de société qui fonctionne. Société au sens large, notre état, à titre individuel, on sait tous que quand on est malade, on est une version presque détestable de nous-mêmes. En tout cas, pas en capacité de faire ce qu'on veut et d'atteindre nos ambitions, d'être là pour nos proches. Une entreprise, on ne peut pas travailler aussi, être au maximum de ce qu'on veut faire. On connaît la crise de l'absentéisme que connaît la Belgique, mais la plupart des pays européens. Et du coup, avec Alan, on a essayé de résoudre ça en créant un acteur intégré entre l'assurance santé. Et donc, on a été la première nouvelle assurance à avoir une licence en France quand on s'est créé en 30 ans. Aujourd'hui, on opère dans 4 pays. La France, on a commencé, la Belgique, qui est notre deuxième plus gros marché, l'Espagne et le Canada. Et on a créé cette assurance santé très innovante, très simple d'utilisation, très claire, très didactique, avec laquelle on mélange à la fois des outils de prévention et d'accès aux soins, avec une clinique digitale. On a accès à une équipe médicale 7 jours sur 7, toutes spécialités confondues, quand on sait beaucoup de personnes sont en équivalent d'un désert médical et que ça peut être très dur de voir un spécialiste. En rendant la santé plus engageante et on rend la santé fun à utiliser, la prévention quelque chose de plus facile que de scroller ou d'avoir des shots de dopamine. Ce qui fait que les gens agissent sur leur santé, font 20 à 30 000 pas de plus par mois grâce à Alan, ce qui amène à réduire l'absentéisme, à booster aussi la qualité de la santé mentale avec des programmes spécifiques, la réduction du mal de dos. Bref, beaucoup de choses dans un seul endroit, principalement pour les entreprises, pour leurs salariés. On a environ 35 000 entreprises qui nous ont choisis, quasiment 1 million de personnes qu'on couvre dans ces 4 pays. Fantastique. Cette idée de créer Alan, tu avais quel âge quand tu l'as eu? On a commencé à 27 ans. J'ai commencé à 27 ans, puis Charles Gorentin, qui est mon cofondateur, m'a rejoint et on s'est créé quand j'avais 28 ans, je crois. Tu pensais arriver où tu en es maintenant? En fait, j'ai jamais eu trop de... c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition de construire des grandes choses et d'essayer de créer un peu cette attente de... En fait, c'est possible de créer des champions, c'est possible d'avoir un impact sur la société. Tout ce qui nous entoure a été conçu par des gens comme nous. Et en fait, on peut concevoir le monde qui va nous entourer. Donc cette conviction, je l'ai eue assez tôt. Et à la fois, beaucoup de mes décisions sont prises à une combinaison d'analytique et d'intuition et d'essayer d'un moment de... Soit tu sens les choses et tu as envie d'y aller à fond et tu y vas. Et du coup, pour répondre à ta question, en tout cas, j'avais l'espérance de faire quelque chose qui aurait beaucoup d'impact. On avait écrit avec Charles un plan en 2015, donc avant qu'Alan soit créé, parce qu'on s'est créé en 2016, qui décrivait un peu les grandes étapes, les différents étages de la fusée. On exécute plutôt pas mal ce plan. Commencer par l'assurance, rajouter la télémédecine, rajouter la prévention, internationaliser. Tout se déroule un peu comme prévu, mais à la fois une échelle et un impact et une aventure humaine qui était impossible d'imaginer tellement c'est extraordinaire. Ça me fait penser au théorème de Walt Disney. Tu connais le théorème de Walt Disney, c'est If you can dream it, you can make it. Oui, définitivement. Exactement. Illustration de ça. Alors, ce qui est particulier chez Alan, c'est la culture qui est très délibérée. On va en parler évidemment dans ce podcast. Ça a fait partie des étages de la fusée, ça a fait partie de la réflexion en avant. C'était en effet un des grands éléments de réflexion dès le début de la création d'entreprise. Je pense que un corps sain dans un esprit sain, ça s'applique à l'entreprise. C'est pour faire des grandes choses, il faut être bien structuré culturellement, à mon sens. Et du coup, il faut être intentionnel par rapport à la culture qu'on veut créer pour atteindre nos objectifs et ne pas subir sa culture. Je pense que trop d'organisations subissent la culture un peu malgré eux. Et du coup, on a été très intentionnel, en effet, au début d'Alan, à réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait créer, pourquoi on voulait le créer et comment on allait l'opérer. Et donc, c'était beaucoup de discussions avec Charles. Moi, c'était aussi un apprentissage de ma première aventure entrepreneuriale où on n'avait pas réfléchi à la culture. On était encore en école d'ingénieur au moment où on a créé Explicit. Et du coup, en fait, en ne la définissant pas, elle n'était pas claire et ça générait beaucoup de débats, en fait.
Donc avec Charles, on s'est dit, on va la définir, on va mettre de la clarté, on va essayer de construire notre monde idéal. Qu'est-ce qui serait notre entreprise rêvée? Et pour nous, c'était une entreprise où on recrute et on s'entoure que de personnes qu'on trouve meilleures que nous, très important, et donc qui nous impressionnent. Et donc après définir comment on est impressionné, etc., comment il y a une diversité dans la manière dont on impressionne. Une fois qu'on a dit ça, c'était se dire, si on recrute des gens impressionnants, c'est pas vraiment pour leur dire quoi faire, mais c'est plutôt pour qu'ils nous disent quoi faire. Donc comment on distribue la responsabilité au maximum et on donne un maximum de pouvoir aux gens. Et après, une fois qu'on a dit ça, c'est OK, mais on a quand même envie qu'ils prennent des bonnes décisions. Donc il y a sûrement 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est pour prendre des bonnes décisions, c'est souvent assez proportionnel au niveau de contexte que tu as, au niveau d'informations que tu as sur les priorités, sur les enjeux, sur le positionnement, etc. Et du coup, on a décidé de pousser la transparence radicale, c'est-à-dire que toute l'information soit accessible en interne. Et comme ça, les gens prendront des meilleures décisions. Et après, il faut créer une boucle de feedback pour se dire si on rate ou si on n'est pas d'accord ou si on puisse challenger, mais on puisse aussi renforcer ce qui est très bien fait. Donc feedback, pas que dans le sens négatif, mais dans le sens positif de renforcement de ce qui est très bien fait, mais aussi d'avoir cette culture du débat scientifique, entre guillemets, de comment on améliore chacune des idées, comment on s'améliore chacun et comment on a un parcours de développement personnel fort au sein d'Alan. Et ça a été les fondements et les grands piliers qui sont traduits ensuite par une culture ou de l'écrit très forte, parce que l'écrit amène transparence, auto-organisation, par une culture où on a éclaté le rôle du manager et on n'utilise pas vraiment ce terme, mais on peut avoir des leaders de projet et des gens et des coachs, mais qui ne sont pas nécessairement et rarement la même personne dans une équipe. Donc c'est ce type de réflexion qu'on a tiré la ficelle de ces valeurs fondamentales qui nous ont amené à créer le Alan qui est celui d'aujourd'hui en termes de culture. Et vous l'avez explicité dans un bouquin qui s'appelle Healthy Business, qui parcourt toute cette, de manière très explicite, votre intention culturelle. Exactement, c'est un bouquin que j'ai sorti pendant la première pandémie en 2020 et qui est le résultat d'un travail collectif. J'en suis juste la plume, mais c'est un travail collectif et qui décrit notre culture. Alors c'est toujours on a essayé de le rendre didactique et vraiment ce qu'on a écrit en interne, et à la fois, à la seconde où il était publié, il était déjà un tout petit peu périmé parce que la culture, c'est un organisme vivant, nos méthodes évoluent, etc. Et c'est ça la joie, c'est de continuer à faire itérer la culture, mais en gros, tous les grands principes qui sont décrits, toutes les méthodes sont quand même très significatives et très proches de ce qu'on fait encore aujourd'hui. J'ai deux confidences à te faire sur Healthy Business. La première, c'est que j'ai une grande fille, Apolline, qui a fait des études de master en gestion. Elle avait décidé de faire son mémoire de fin d'études sur la culture. Elle m'avait demandé si j'avais des références, des bouquins. Je lui ai fait, entre autres, Healthy Business. Et puis, elle a réussi brillamment son travail. Et puis, un jour, elle me l'a rendu. Et il était sur mon bureau. Et puis, quand je l'ai repris en main, il était bourré d'annotations. C'était marrant de voir tout ce qu'elle avait. C'était rempli de post-it, de notes, de trucs, J'adore. etc. C'était vraiment bourré d'annotations. Je te le montrerai un jour. C'est Avec plaisir. marrant de voir. Ça m'avait touché de voir comme elle l'avait vraiment. Elle en avait fait une grande référence. Et alors, moi, je l'avais lu avant de lui filer quand même. Un papa ne file pas des bouquins comme ça sans avoir regardé du même. Puis je l'avais. En le lisant, je me suis dit, tiens, c'est une société adulte. L'intention, c'est de travailler entre adultes, alors qu'il y a beaucoup de pratiques managériales et singulièrement qu'on promeut en RH, qui finalement, quand tu les décortiques un petit peu, ont tendance à recréer du monde parent-enfant, en mettant les managers dans un rôle de parent, en mettant les employés dans un rôle d'enfant, alors que ce sont des personnes tout à fait capables de mener leur vie en dehors. Quand ils arrivent au travail, c'est comme s'il fallait les cadrer, etc. Et donc, en lisant ton bouquin, j'ai dit, tiens, là, c'est la description de ce qu'on appellerait en analyse transactionnelle un adulte intégré, et donc vraiment une société qui est bien ancrée, qui a une chouette colonne vertébrale, quoi. Je suis complètement d'accord avec ta description. Notre objectif, c'est de traiter les gens comme des adultes, avoir une culture de la confiance réciproque, c'est-à-dire plus on en donne, plus on en reçoit, à mon avis. Et quand le moins on en donne, le moins les gens, les êtres humains ont tendance à s'intégrer dans le système dans lequel ils sont. Et si c'est un système qui enlève du pouvoir, ils vont juste se laisser porter par le système pour la plupart des gens.
Et c'est un système qui donne de l'autonomie. Ces acteurs vont en prendre de plus en plus. Il y a une ou deux choses qui sont assez difficiles pour maintenir une culture comme la nôtre et qui sont liées à ce que tu viens de dire, qui sont que, parfois tu vas être déçu par comment certaines personnes agissent. Et dans ces moments-là, c'est là où il est très important de ne pas introduire nécessairement des nouveaux processus et de toujours poser la question de comment l'autonomie des autres vaut beaucoup plus que le fait que quelqu'un ait fait quelque chose que tu n'aurais pas fait. Et donc, c'est cette réflexion qui est hyper importante pour ne pas devenir une bureaucratie comme beaucoup d'organisations et continuer à pousser l'autonomie et l'indépendance. Et du coup, après, c'est bien sûr avoir un niveau de rigueur sur les processus de recrutement et d'onboarding des salariés qui sont extrêmement hauts, sinon le système ne marche pas. Un système où on donne énormément d'autonomie, de transparence, de partage du capital avec tout le monde, ne marche que s'il y a une densité de talent extrêmement forte, s'il y a un alignement culturel et de valeurs extrêmement fort, si on partage des objectifs communs, s'il y a une envie, un appétit pour la mission. Ça me rappelle un autre bouquin que j'ai lu il y a très longtemps, au début de ma carrière, qui s'appelait First Break All the Rules de Gallup, et qui disait, il faut apprendre à défaire les règles. Alors moi, je l'avais pris un peu littéralement, je m'étais dit, les règles, c'est fait pour les imbéciles, et donc les gens intelligents, ils savent bien par eux-mêmes ce qu'il faut faire. C'est pas tout à fait vrai non plus, il faut quand même créer du cadre, une colonne vertébrale. Et j'avais bien aimé lire ce bouquin en disant, il y a toute une série de règles qui sont écrites en réaction à quelque chose qui est un petit phénomène, et puis on vient embêter tout le monde avec des règles, des procédures, et ça s'appelle la bureaucratie, effectivement. Ou la politique d'aujourd'hui. Oui, la politique, oui. Alors, ce principe de transparence radicale, il est quand même pas commun dans les entreprises. Vous l'avez poussé très loin. Tu peux donner quelques exemples de comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors, c'est vraiment sur toutes les facettes d'Alan, c'est-à-dire que ce que les gens aiment bien entendre et qui les surprend souvent, c'est le salaire et le capital de chacun dans l'organisation est connu, donc ceux des fondateurs, mais ceux de tout le monde, avec une grille claire, précise et facile. Et on a une grille interne, on peut aller regarder dans quel niveau les gens sont dans la grille, combien de capital ils ont. D'Alan, encore une fois, chacun des salariés est actionnaire. Mais c'est aussi toutes les discussions qu'on a avec notre conseil d'administration, la préparation, le résumé de la discussion est partagée de manière transparente à l'équipe et expliquée. Toutes les décisions, 100% des décisions d'Alan sont prises, de décisions importantes. Il y a plein de micro-décisions qu'on laisse que les gens prennent comme ils veulent, mais toutes les décisions importantes qui impliquent plusieurs parties sont prises de manière transparente et accessible à tous et par écrit. Donc, on a un peu plus de 31 ou 32 000 décisions qui ont déjà été prises depuis le début d'Alan dans notre outil, et elles sont toutes accessibles à tout le monde. Et donc, tout le monde peut auditer toutes les décisions qu'on a prises depuis le départ et comprendre pourquoi. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est assez extraordinaire parce que, du coup, on peut entraîner un modèle sur nos décisions historiques et lui poser des questions déjà pour comprendre ce qu'on a fait dans le passé et qui nous aident parfois à réfléchir à comment on devrait prendre des décisions dans le futur basées sur ce qu'on a fait dans le passé. C'est pas pesant pour les gens de tout documenter? En fait, non, parce que... j'imagine, encore une fois, notre culture, elle n'est pas faite pour tout le monde et ça doit être pesant pour une typologie de la population. Tu vois, j'ai pas la prétention de penser que notre modèle est universel et que tout le monde doit faire comme nous. En revanche, ceux qui sont chez nous sont hyper heureux de plein de choses. Imaginons que déjà, je suis en junior, je sors de mes études, j'arrive chez Alan, j'ai 22 ans. J'ai accès à 100% des discussions entre les personnes les plus seniors de la boîte. Imagine une organisation où tu aurais tous les nouveaux venus qui assisteraient au comité de direction chaque semaine. Là, c'est exactement ça. Ils peuvent voir comment on parle, quelles questions on se pose, comment on formule nos réponses, notre pensée stratégique. Donc, tu as des gens qui apprennent à une vitesse extraordinaire. C'est du jamais vu en termes de capillarité de l'apprentissage. Deux, en fait, ça te donne beaucoup plus d'autonomie dans ton organisation. C'est-à-dire, au lieu de passer ta journée en meeting, c'est toi qui t'organises de quand tu veux contribuer à quoi. Et donc, ce niveau d'autonomie de l'organisation rend les gens beaucoup plus heureux, beaucoup plus flexibles, à mes yeux. 3, après, maintenant, on a créé des outils qui t'aident à bien formuler ta pensée. Par exemple, encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, et on travaille en anglais, parce qu'on est
entreprises internationales, mais certaines personnes s'expriment plus ou moins bien. On a des outils où tu peux dicter tes idées en français ou dans ta langue, en néerlandais, etc. Et un outil va te faire le transcript de ton idée, va te la traduire en anglais et la structurer avec des titres et des bullet points, qui va t'aider en fait à structurer ta pensée et à itérer et à créer des petits bots avec lesquels tu peux interagir et qui t'aident à mieux structurer avant de partager. Donc ça aide beaucoup les gens à faire ce processus de travail pour eux. Et après, on a aussi créé des outils qui permettent de résumer les discussions passées. Et donc, au lieu de lire toutes les interactions, tu vas arriver à quelle est la conclusion intermédiaire. Donc, oui, il y a beaucoup à lire chez Alan, mais on a créé plein d'outils pour faire que ce soit plus efficace, que tu aies plus de contrôle. Et on n'a pas peur, et ça, c'est quelque chose que je pousse, c'est si à un moment, tu ne te comprends pas par écrit, prends ton téléphone, appelle la personne. Oui. Elle va te mettre sur un tableau blanc A2 et va résoudre le problème. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que les meetings toutes les semaines avec 9 personnes pour définir un agenda du prochain meeting, ça n'arrive pas chez Alan. Oui. Alors, c'est intéressant, tu disais que ça ne convient pas à tout le monde. Alors, c'est vrai que moi, je me suis déjà laissé parfois aller à la réflexion que si une culture n'est pas clivante, il faut peut-être la remettre en question. Est-ce que c'est pour faire des choses médianes qui conviennent à tout le monde? Probablement que tu ne vas pas bouger grand-chose. Et donc, si tu veux quelque chose de réellement différenciant, tu as intérêt que ça ne plaise pas à tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ça dépend encore une fois de tes objectifs. Moi, j'aligne vraiment la culture avec les objectifs de ton organisation. Ouais. Et si on prend une analogie avec le sport, il y a des équipes qui veulent être champions du monde ou gagner la Ligue des Champions. Et il y a des équipes amateurs qui sont très contentes d'être des équipes amateurs. Et je ne pense pas que toutes les entreprises doivent avoir envie d'être le champion du monde de leur catégorie. Mais en effet, je ne connais pas d'entreprise qui soit devenue champion du monde de leur catégorie, qui n'ait pas une culture singulière, clivante et très intentionnelle. Okay. Parce que pour être champion du monde de ta catégorie, il a fallu quand même prendre des risques assez forts, sauf si tu es né sur une rente. Mais dans la plupart des cas, il a fallu innover, prendre des risques, attirer des talents singuliers. Et donc ça, c'est nécessaire. Après, est-ce que toutes les entreprises doivent être comme ça? Pas nécessairement. Tu vois, encore une fois, je pense qu'il faut différencier les deux. Mais là où je te rejoins totalement, c'est que si tu as des ambitions fortes, si tu veux construire quelque chose d'innovant et de nouveau, c'est pas en étant comme tous les autres que tu vas pouvoir innover. Forcément, il faut de la différence quelque part. Il faut une prise de risque culturelle et organisationnelle. Génial. Est-ce qu'il y a des fois où tu regrettes cette transparence? Il y a des fois où ça demande plus d'efforts. C'est-à-dire que ça force à expliquer tout. On a un cas concret, là, on réfléchit à la mise à jour de notre grille de salaire parce qu'on pense qu'il y a un peu trop de complexité. On ouvre la discussion interne. Il y a littéralement 50 personnes dans l'heure qui regardent la discussion. Et je me dis, si c'était dans une autre organisation, peut-être que je n'aurais pas fait perdre de temps à 50 personnes parce qu'ils auraient vu le débat une fois que c'est plus structuré. Ils n'auraient pas stressé. Et à la fois, je suis tellement heureux et je ne regrette pas parce que ça permet de comprendre aux gens comment on réfléchit. Personne ne sera pris par surprise par les décisions qui seront prises. Ça crée un environnement de confiance. On se dit juste, voilà sur quoi on va optimiser. Maintenant, on fait confiance à une équipe et ça te permet de rationaliser aussi, de dire, on a tous un avis sur ce sujet, c'est certain. Et maintenant, on va nommer ces 4 ou 5 personnes pour prendre la décision finale, une fois qu'on a eu l'input. Et voilà. Et donc, oui, ça a un coût parce qu'il faut expliquer. Il faut bien formuler les choses parce que ça peut être mal interprété. Mais la valeur qui est créée par ça, par ce petit effort supplémentaire, est tellement haute que je trouve ça extraordinaire. Et après, tu as d'autres cas où ce qui est assez dur dans nos organisations, c'est que on recrute en permanence. On est aujourd'hui 700 personnes. Et il y a des gens il y en a qui sont là bientôt depuis 10 ans et il y en a qui sont là depuis 10 minutes. Et bien sûr que les gens ne vont pas avoir la même réaction à la transparence radicale. Ceux qui sont là depuis longtemps, mais ils ont un cuir, tu vois, ils en ont vu d'autres, ils savent qu'on n'a que des bonnes intentions dans cette boîte, qu'on va toujours essayer d'optimiser pour juste trouver un maximum global de manière la plus intelligente possible, qu'on essaye d'être juste autant que possible, etc. Mais si tu es nouveau, tu n'as pas l'habitude, tu viens d'une organisation différente, je comprends que ce soit une énorme claque et que tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe, et que ce soit stressant.
Et du coup, c'est comment tu arrives à communiquer de la bonne manière à différentes cohortes de personnes qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui est assez dur. Et quand tu as des discussions stratégiques difficiles, on a déjà dans le passé discuté de fermer un pays potentiellement parce que la performance n'était pas encore là. Pour l'Espagne, au tout début de l'Espagne, après 6 à 9 mois, on a décidé de continuer. On a eu raison de continuer, mais en effet, c'était stressant pour les gens qui faisaient partie de l'équipe espagnole, qui étaient nouveaux, qui ne connaissaient pas la culture et dire mais attendez, ils disent peut-être d'arrêter mon business, qu'est-ce qui va advenir de moi? Mais le fait qu'on le fasse de manière transparente, qu'on donne quels étaient les critères pour continuer ou arrêter, qu'on se dise quel était le niveau d'investissement qu'on mettait pour le faire marcher, qu'on se fixe un objectif collectif, après, ça a aligné tout le monde dans un bateau partagé sur, en fait, les règles du jeu sont claires. Il n'y a pas de un jour, je vais me faire surprendre et on fermera l'Espagne. Non, si ça arrive, ce sera le résultat d'un processus continu dans lequel j'aurais pu participer et où j'aurais eu ma chance de changer la trajectoire. Je comprends d'autant mieux le terme transparence radicale. J'imagine que tu ne peux pas être transparent à 80%. Ça ne marche pas. Non, Pas. et même nous, parfois, en revanche, ça demande beaucoup de discipline. Parfois, tu oublies un truc et tu vas te dire, mais pourquoi tu as partagé ça? Tu n'as pas partagé ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Oui. Tiens, alors tu as parlé un petit peu tout à l'heure de la participation des employés au capital. C'est quoi ta philosophie et comment tu la mets en œuvre? Pour nous, on a une vraie philosophie de partage de la valeur commune créée. Donc, il y a environ 15% du capital d'Alan qui est attribué à l'équipe hors fondateur. Donc, chaque salarié a des stock options. Ça dépend des pays, là, ça peut prendre des formes différentes, mais pour simplifier, des stock options qui leur sont données à l'arrivée. Et après, tu arrives avec un niveau dans la grille qui est réévalué selon ton impact tous les 6 mois ou tous les ans selon ton niveau de seniorité. Et si tu changes de niveau, tu vas recevoir plus de capital. Et après, il y a aussi, si tu restes dans le même niveau, mais que tu performes très bien, là aussi, tous les 6 mois, tu peux recevoir aussi des top-ups de capital dans le temps. Et donc, les gens reçoivent des nouvelles parts à peu près tous les 1 an à 1 an et demi en moyenne. Ouais, 18 mois en moyenne, ce qui permet de te consolider de plus en plus de capital. Et plus tu es là longtemps, plus tu es un actionnaire, entre guillemets, d'Alan. Et ça permet d'aligner les intérêts de tout le monde, d'essayer que tout le monde pense de manière globale et de manière locale. Au lieu d'optimiser pour mon équipe, j'optimise pour la boîte parce que du coup, on n'a aucun bonus. Même pour les commerciaux, pour personne, il n'y a pas de bonus chez Alan. C'est un salaire fixe et de l'equity. Pour tout le monde. Equity, c'est des parts de capital. D'ailleurs, je pense qu'en Belgique, on pourrait simplifier encore la taxation et les outils pour les stock options pour les rendre un peu plus compétitifs par rapport à d'autres pays européens. Et pourquoi il n'y a pas de bonus même pour les commerciaux? Parce que les bonus font de l'optimisation court terme. En gros, nous, on se dit, et on revient à cette relation entre adultes, je trouve que le bonus, ça peut être un peu infantilisant, en fait. Nous, ce qu'on essaye de dire, on a des objectifs, nos commerciaux ont des objectifs. S'ils veulent un jour passer au niveau d'au-dessus, il faut qu'ils soient au-dessus de leurs objectifs dans la durée. Mais en fait, le fait de ne pas avoir de bonus court terme, ça fait qu'il y a un travail beaucoup plus collectif dans l'équipe commerciale. C'est le succès de l'équipe est plus important que mon succès individuel. Le deuxième point, c'est que ça aligne sur le long terme. Ça évite d'avoir des gens qui sont des mercenaires et plutôt qui sont des missionnaires, c'est-à-dire qui s'alignent sur le long terme et pour lesquels la création de valeur capitalistique est la plus importante. Ça permet de mettre aussi un salaire fixe plus haut pour les commerciaux et donc d'avoir une base bien rémunérée et de ne pas vivre dans un stress de contraintes constantes. Et donc, c'est un peu ce cumul-là pour nous qui fait du sens. Et en fait, on a des commerciaux qui sont extrêmement performants, mais qui le font pour les bonnes raisons. Parce qu'ils ont envie d'avoir un impact, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils apprennent, parce qu'il y a envie de dépassement d'eux-mêmes. Il y a aussi toujours un peu de saine compétition, parce qu'il y en a qui veulent être le meilleur de leur équipe ou qui veulent passer au niveau d'au-dessus, et c'est normal. Mais tu vois, on fait du reward plutôt, et quand tu passes au niveau d'au-dessus, ton salaire fixe augmente aussi. Donc, plus qu'un bonus, tu gagnes l'accès à juste un salaire fixe plus haut dans le temps, ce qui est, je pense, beaucoup plus efficace qu'un bonus et que des shops de dopamine réguliers. Ça a beaucoup de sens. Hein. C'est vrai que quand on promet un bonus à quelqu'un,
se passe immédiatement, le phénomène, il a peur de ne pas l'avoir, et donc le sentiment de Ouais. perdre quelque chose, qui n'est pas un moteur positif, de faire quelque chose, de crainte de perdre. Et alors, Mm. ça peut amener des comportements. Finalement, on a intoxiqué la performance parce qu'on va négocier des objectifs, parce qu'on va faire du sandbagging, parce que tout ce que les gens peuvent faire quand ils ont peur de perdre quelque chose, c'est pas un moteur de grand-chose dans l'entreprise. Donc, c'est à nouveau très, très Exactement. moderne. J'ai l'impression de parler de quelqu'un qui vient du futur quand je te parle. Oh, tiens, Non, mais rééquilibre encore une du fois, je futur. ne sais pas si c'est le futur. En tout cas, c'est notre, c'est notre présent, mais c'est une vision. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que je pense qu'il y a plein de modèles qui peuvent marcher et je veux vraiment pas avoir un sentiment de prétention en disant que notre modèle est supérieur aux autres. Il marche pour nous et il faut être assez humble vis-à-vis de tout ça. Oui, c'est bien de le rappeler. Si c'était à faire, tu referais le même ou il y a déjà des choses qui modifieraient? Tu as dit tout à l'heure, voilà, c'est vivant. Hein. Qu'est-ce qui a déjà changé? Et puis, si c'était à faire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? En, en gros, ce que j'essaie de combattre en maximum le plus souvent, enfin tout le temps, c'est dans les organisations, la somme de plein de petites décisions qui sont des bonnes décisions locales peuvent mener à une sous-optimisation globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, mettons que ton équipe est à H, on lui dit ah, c'est hyper important de bien former les gens. Et du coup, ils vont optimiser pour la formation et ils vont mettre 5 formations, je pousse à l'extrême, 5 formations par semaine pour tout le monde, parce que c'est leur objectif local. Et les salariés se retrouvent à plus travailler, à passer leur temps à faire leur formation au lieu de construire de la valeur et d'apprendre en faisant. Et donc, ce n'était pas une mauvaise décision locale d'optimiser pour la formation. Et grâce à eux, il y a un ROI positif, entre guillemets. Les gens sont plus formés qu'avant. Et c'est bien. Mais le retour sur investissement pour la boîte n'est pas excellent. Parce que, en fait, le temps qui est passé en formation, c'est du temps qu'on dépense. Et c'est même pas d'argent, mais c'est du temps qu'on dépense à pas construire de l'innovation, à pas servir nos clients. Du coup, la vraie question, c'est quel est le bon niveau de formation nécessaire pour maximiser l'impact sans que ça coûte trop à la société. Et donc ça, moi, c'est mes combats permanents de faire en sorte qu'on n'ajoute pas de la documentation pour tout, des nouveaux processus pour tout, parce que quelqu'un a eu une bonne idée, qu'on commence à l'appliquer et trop en faire. Et du coup, ça perd la valeur de l'idée. Donc ça, c'est le premier point. Quand tu as des gens qui peuvent... quand tu donnes beaucoup de liberté, t'assurer que tout le monde pense global. Mais je ne changerai rien. Je pense que c'est un débat continu qui est sain et qu'il faut avoir. Je maintiendrai totalement la transparence radicale. Le plus je fais confiance aux gens, le plus je suis impressionné par les personnes qui sont chez nous et ce qu'ils nous apportent et leur niveau d'autonomie. Donc, je n'ai pas envie de revenir en arrière une seule seconde là-dessus. Je pense que les points de risque qu'il y a eu pour nous et qu'on essaie de corriger en permanence, mais c'est cette culture de l'écrit très fort fait que parfois les gens ont peur de se parler. Et du coup, trouver la bonne balance où tu n'hésites pas à téléphoner, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a un risque pour nous et qu'on essaie de travailler, c'est que une fois que les personnes ont passé un peu de temps chez Alan, ils commencent à penser que le monde extérieur travaille comme nous, alors que pas du tout. Et du coup, parfois, dans la gestion des partenariats externes, de partenaires externes ou de personnes en externe, on s'attend que, parce qu'on a envoyé un email structuré, les gens nous répondent tout de suite de manière structurée et ça ne se passe pas. Et là, parfois, on est désarmé sur comprendre les méthodes de travail des autres organisations pour interagir et interfacer au mieux avec elles. Et donc ça, c'est un travail continu d'empathie avec les autres organisations pour mieux les comprendre, qu'ils nous comprennent mieux aussi et qu'on arrive à mieux travailler ensemble. Et le dernier point, en revanche, c'est encore une fois cette discipline sur le recrutement. À chaque fois qu'on baisse un peu la barre, on met vraiment en risque le système. Et du coup, c'est le seul point. Mais après, oui, on a fait évoluer un petit peu notre organisation, nos process, mais c'est normal. Tu ne vas pas opérer de la même manière quand tu es 150 que quand tu es 700. Mais rien qui a été un changement radical. C'est juste de l'editing progressif des sujets. À propos de l'employee dont on parlait tout de suite, c'est un jour le professeur Xavier Batten de Vlerick avec qui je débattais de ça.
Et il me disait, il ne faut pas oublier qu'avant de donner des actions aux gens, il faut les laisser participer aux prises de décision. Sinon, c'est pas de l'ownership, c'est de l'investissement. Mais si tu veux vraiment avoir des gens qui s'impliquent, c'est d'abord la question de comment ils s'impliquent dans les décisions. Et puis après, tu donneras des actions parce qu'ils ont aidé à créer la valeur à long terme. Et donc, ça, je pense que c'est tout à fait raccord avec votre culture aussi, faire de l'employee ownership. Pour de l'employee ownership, on risque de tomber dans autre chose que l'intention qui est déclarée. Je suis d'accord, il faut que tout soit pensé comme un système. Enfin, une culture, c'est vraiment un système. Et donc, oui, donner de l'actionnariat sans donner de la responsabilité, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de valeur. Donner de l'actionnariat sans bien recruter, je pense que c'est prendre des risques inutiles. Enfin, il y a plein de questions qui se posent comme ça. Alors, au niveau leadership, vous êtes un duo de leaders, Charles et toi. Est-ce que c'est un hasard ou c'est un autre choix délibéré qui a été fait? Euh, c'est un choix assez délibéré pour quelques raisons. Je pense que être seul, c'est dur et j'aurais en tout cas moi jamais réussi Alan sans Charles. Et du coup, en tout cas dans mon cas, c'était extrêmement utile et puissant et ça l'est toujours d'avoir un sparring partner avec qui on peut tous partager, se faire du feedback, s'aider à grandir, avoir une confiance absolue l'un dans l'autre, etc. Plus que deux, il y a des organisations qui arrivent, mais je pense que c'est plus dur. Le coût de coordination est exponentiel et du coup, tu passes plus de temps à devoir t'aligner, à devoir échanger, donc c'est très difficile. Après nous, à la fois, c'est nous deux, Charles et moi. Et il y a quand même aussi plein d'Alaners qui sont là, comme je disais, depuis quasiment 10 ans, et plein de leaders qui sont là depuis 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans, que je considère comme autant instrumentaux à notre succès que Charles et moi. Et après avoir le statut de cofondateur, l'image publique qui va avec, etc., c'est sûr que c'est différent. Mais moi, je les considère, ceux qui sont là depuis le début, comme des cofondateurs. Aussi, Alan n'existerait pas sans eux. Donc, et je leur ai déjà dit. Donc voilà, on a commencé à deux, on a rapidement été un groupe. Et ce groupe-là, c'est juste une aventure humaine exceptionnelle. Et ce groupe s'élargit en permanence parce que dans 10 ans, ceux qui sont encore là seront des piliers extraordinaires. Et quand tu regardes les grands champions de la tech mondiaux, c'est assez intéressant. Mais que tu prennes Amazon, Nvidia, Meta, leur leadership, c'est des gens qui sont là, mais depuis très très longtemps ensemble. Les gens autour de Jensen, chez Nvidia, ils sont là depuis 30 ans ensemble. Chez Amazon, quand Bezos est parti, la tenure moyenne chez Amazon dans la S-Team, qui était équipe leader, c'était 22 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que, je ne vais pas rétro-analyser, mais ce que je vois en tout cas nous, dans le fait d'avoir un leadership soudé sur le long terme, c'est que tu as une connaissance des uns des autres, tu sais exactement là où tu peux faire confiance, là où les gens sont meilleurs que toi. Ils te connaissent aussi très bien, ils n'ont pas peur de te faire du feedback. Et donc ça crée une sorte de symbiose de la pensée. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil, et ça veut dire que très rapidement, on sait comment se parler pour arriver à conclure, pour débattre, pour faire confiance aux autres, pour leur donner la capacité de prendre des risques. Il y a aussi, c'est très filtrant, c'est-à-dire que les gens qui restent, c'est les gens qui sont en position de succès, donc qui sont sûrement très forts dans l'organisation, à qui tu as toujours envie de donner plus. Et donc ce petit darwinisme fait que naturel, parce que ceux qui ne font pas les meilleurs peuvent avoir tendance à partir d'eux-mêmes aussi, fait que oui, tu te retrouves avec une sorte de dream team qui prend un plaisir incroyable à travailler ensemble. Est-ce que c'est une boîte exigeante, selon toi, avec les gens? Extrêmement exigeante. Oui. Ouais, on est extrêmement exigeant, à la fois en termes de ce qu'on attend, d'ambition, de discipline et de cadence de travail. Il y a de l'exigence dans la transparence radicale, il y a de l'exigence dans l'autonomie. Donc oui, on est une organisation très exigeante et on le dit avant que les gens nous rejoignent. On donne aussi beaucoup de flexibilité en face de cette exigence et beaucoup d'autonomie, mais elle ne marche que dans un environnement très exigeant en effet. Comment tu arrives à maintenir ton énergie, gérer ton stress, gérer ton bien-être dans ce monde entrepreneurial que tu côtoies depuis
depuis toujours, quoi. Tu nous as expliqué depuis la fin de tes études. Donc, comment tu arrives à prendre soin de toi-même là-dedans? Une partie de la réponse est dans la question, c'est-à-dire que comme je le fais depuis toujours, encore une fois, tu normalises un peu les choses et ça devient une question d'habitude. Le deuxième point, c'est que tu réalises, mis à part problème de santé de toi ou tes proches, il n'y a rien qui est vraiment extrêmement grave en fait. Et tu vois, si demain Alan s'arrête, c'est très peu probable de se passer, mais si ça devait s'arrêter, oui, ce serait triste, mais enfin, je pourrais le voir comme un échec ou je pourrais le voir comme mais quelle aventure extraordinaire on a eue ensemble, qu'est-ce que j'ai appris et à quel point c'était magnifique. Et mais j'ai aucun doute sur le fait que j'arriverai à recréer quelque chose, que je serai employable, etc. Et du coup, quand tu dis que ton pire des scénarios professionnels est en fait pas si grave, et comme on fait tout dans les règles d'art, je pense pas qu'il y ait des risques qui soient pires que ça s'arrête. En fait, ça te relâche beaucoup de pression. Ensuite, c'est comment optimiser juste pour ton plaisir. Enfin, dans le sens, moi j'ai la chance d'adorer ce que je fais, d'adorer la stratégie, d'adorer la technologie, d'adorer la santé et d'adorer travailler avec des gens que je trouve brillants, de construire une organisation. Et du coup, c'est juste prendre du plaisir chaque jour et voir chaque problème qui peut arriver juste comme une opportunité de faire mieux, d'innover. Enfin, si c'était pas dur, plein d'autres l'auraient fait. Donc, il y a une vertu dans ça. Et après, le dernier point, c'est être très intentionnel avec son temps, c'est-à-dire, oui, c'est pas toujours là dans notre tête en permanence. Alors, tu vois, tu as une sorte de lien symbiotique avec ta boîte quand tu es le fondateur. Mais c'est aussi, quand je passe du temps avec mes enfants, être vraiment présent, ne pas avoir mon téléphone, déconnecter le superflu qui sont... En fait, le stress, il vient beaucoup moins d'Alan que pour les... Enfin, là, en boîte aussi, des réseaux sociaux, des news et tout. Moi, je suis très déconnecté tout ça. Oui. Je n'ai pas de réseaux sociaux, sauf ceux qui sont professionnels, comme LinkedIn et peut-être Twitter, où je me connecte 2 fois par semaine. Mais j'ai rien d'autre. Je lis très peu la presse, sauf des articles de fond long terme où j'ai envie d'apprendre des choses. Et donc, avoir de l'intentionnalité dans la manière dont on gère son temps, dans la manière dont on interagit avec les autres, supprimer les notifications sur son téléphone pour être sûr de c'est toi qui choisis quand je vais ouvrir mon WhatsApp, c'est moi qui choisis, etc., fait que tu es un peu plus en contrôle et tu es un peu moins stressé. Avoir de la discipline sur ton sommeil, sur un petit peu ta nutrition, même si je pense qu'il faut se donner de la liberté et du plaisir, sur ton activité physique et sportive, mais encore une fois, alignée avec tes besoins et tes enjeux. Moi, je crois vraiment à la combinaison de la longévité avec la joie de vivre, et je pense qu'il faut les deux. Et, et c'est ça que j'essaye d'avoir, ouais, et de Un peu construire. de pub pour ton podcast sur Healthier Humanity, qui est vraiment un super podcast dans les 2 langues, en plus français et anglais. Puis moi, je l'écoute en jardinant et ça me plaît toujours beaucoup. Excellent, ouais. On a la chance de pouvoir faire venir des experts de la santé et des athlètes et des professeurs et des chercheurs. Et ouais, j'apprends énormément de choses à chaque discussion, donc c'est génial. On a beaucoup parlé d'Alan, tu es impliqué dans Mistral AI également. Comment tu t'es retrouvé impliqué dans Mistral et quelle est ton implication? Je pense que il y a plusieurs sujets, mais la manière dont c'est arrivé, c'est que j'avais, en travaillant dans la technologie avec Alan, j'avais une conviction déjà que l'intelligence artificielle allait révolutionner la santé. Donc c'est un sujet sur lequel on travaillait énormément avec Charles, mon cofondateur. Et on avait accès à beaucoup de chercheurs et ce qui se passait dans les grands laboratoires. Et du coup, on comprenait, même bien avant la sortie de ChatGPT, qu'il était en train de se passer quelque chose sur ces modèles qu'on appelait les transformers et sur ces nouvelles méthodes et sur ces grands modèles de langage, en échangeant avec d'autres leaders de la tech et des copains qui étaient dans les différents laboratoires. Et on s'est dit que ce serait vraiment très triste et très dommage pour l'Europe, mais aussi pour la manière dont mes enfants allaient apprendre et pour la manière dont les entreprises allaient opérer si on n'arrivait pas à créer un champion européen de l'intelligence artificielle. Et du coup, on s'est mis en quête de rencontrer tous les chercheurs et d'essayer de créer un laboratoire en Europe avec Charles.
Donc c'était un peu un... Au début, on s'est même posé la question, est-ce qu'on crée au sein d'Alan? Puis on s'est dit, non, ça va pas marcher, ça va pas être les mêmes cultures, on va pas être bons, on va pas être les meilleurs à faire ça. Et du coup, on allait rencontrer un maximum de chercheurs et on a eu une chance incroyable, après plusieurs mois, de rencontrer Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample, qui avaient envie de créer quelque chose, qui avaient beaucoup d'ambition, qui avaient les mêmes visions de créer un champion et de se dire, cette vision commune, on la partage. Et nous, on a une habitude et une expérience de créer des boîtes à l'échelle. On peut vous aider à faire ça. Vous êtes recommandé par beaucoup de gens comme les meilleurs chercheurs qui existent dans l'écosystème et vous êtes plus que des chercheurs d'ailleurs. On pense que vous pouvez être des entrepreneurs exceptionnels. Et donc, on s'est retrouvés un peu comme des catalystes de leur aventure entrepreneuriale. Donc, on a cofondé Mistral avec eux, même si c'est eux les vrais cofondateurs. Enfin, une idée, c'est 1%, 99%, c'est 99%, c'est l'exécution. Et après les accompagner, moi je suis toujours au conseil d'administration et on échange très très régulièrement pour les aider à être un sounding board stratégique, produit, positionnement, levée de fonds, enfin voilà, sur les sujets dont ils ont besoin. Des levées de fonds assez conséquentes récemment. Euh, euh, Effectivement, tu sais la différence entre cofondateurs et puis ceux qui viennent avec l'idée. Tu connais peut-être le concept de personne source de Peter Koenig. C'est-à-dire tout projet prend sa source chez quelqu'un. Si tu ne le connais pas, il y a un petit livre qui a été écrit parce que Peter Koenig lui-même n'a jamais écrit dessus. Il a fait que des conférences. Mais c'est de se dire comment naît une idée, comment naît un projet auprès d'une personne source et quel est le rôle de la source pendant le déroulement de ce projet. C'est très chouette à lire. Il y a un petit livre rouge de la source qui a été écrit par quelqu'un d'autre Je vais dire qui ça. résume très bien ça. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, et sans doute parmi les auditeurs de ce podcast, c'est quoi l'AI pour les RH? Ta vision sur l'AI pour les RH? Je pense que ils doivent se saisir de cette révolution comme tout le monde et ils ont les capacités pour s'en saisir, à la fois pour regagner du levier sur leur temps. Donc par exemple, nous chez Alan, on a créé des outils qui, au lieu d'écrire à l'équipe RH, d'abord t'écris à un agent, on a créé, qui peut à la fois te répondre ou prendre des actions pour toi quand elle suit un certain processus. Et donc ça a enlevé, je pense, plus de la moitié des questions à l'équipe RH sur la manière dont ils opèrent. Deux, les équipes RH souvent étaient un peu un parent pauvre des organisations sur dès qu'elles voulaient construire un nouvel outil ou avoir des nouvelles choses rarement priorisées par le reste de l'organisation, dur d'avoir des ressources IT, etc. ou data. Et là, en fait, voir ça comme un levier pour avoir accès à la data et pouvoir poser des questions à la data sans maîtriser les langages comme les SQL. Et donc ça, c'est très puissant. Et nous, on voit notre équipe RH beaucoup plus autonome parce qu'on a créé encore une fois un agent où tu poses des questions en langage naturel et ça te répond avec des analyses de notre data. Et ça, extrêmement puissant. Synthétiser de l'information large. Donc, quand tu fais une survey sur toute ta population, au lieu de passer des jours et des jours à l'analyser, en une heure, tu peux avoir une analyse concrète parce que ces modèles sont très bons à résumer beaucoup d'informations. On a du coup dans l'équipe RH maintenant des gens qui créent des petits outils aussi. C'est ce qu'on appelle du vibe coding, mais qui arrivent à coder des petits outils juste en interagissant avec du langage naturel sans vraiment maîtriser le code, mais qui sont hyper utiles en interne et qui aident à améliorer beaucoup de choses. Je pense que du coup, ça va sûrement réduire un petit peu la dépendance des équipes RH à plein d'outils SaaS ou Software as a Service, parce qu'ils pourront en recréer certains plus rapidement. Et nous, on le voit sur la gestion des processus de review de performance et tout. On est en train de construire des choses encore plus adaptées à nous. Donc, voilà, c'est une transformation à la fois donc ça, c'est sur la manière dont l'équipe RH opère et elle interagit avec le reste de l'entreprise, mais aussi, du coup, ça va être dans la manière dont il va falloir penser l'organisation. Donc, il y a comment tu opères et après, il y a comment tu réfléchis et comment tu accompagnes la transformation de l'entreprise, parce que cette transformation qui s'applique à la fonction RH va s'appliquer à chacune des fonctions. Et donc, moi, j'invite les RH à être extrêmement curieux de la technologie pour être encore une fois, un vecteur de transformation dans l'entreprise, de pouvoir en parler avec les autres dirigeants, accompagner cette transformation, le changement de chacun des métiers qui peut être le commercial, le service client, le développement, les ingénieurs,
tous les métiers vont être affectés, donc il faut comprendre comment ils vont être affectés et comment on en fait une opportunité. Dans l'organisation, c'est extrêmement important. Et et donc voilà, c'est un peu les deux grands pans. C'est travailler mieux, plus efficace, créer des meilleurs outils, comprendre la transformation et accompagner et aider l'organisation à investir à cette transformation pour que l'entreprise puisse rester compétitive dans un monde qui va bouger très vite. Et il y avait déjà, je pense, un gap qui existait entre les organisations qui itéraient plus vite et celles qui itéraient moins vite. Et ça va encore augmenter d'un ordre de grandeur entre celles qui utilisent l'IA et celles qui n'utilisent pas, ou qui utilisent bien et qui utilisent mal. Je pense que le gap de productivité va être encore plus fort et ça va être dur à gérer pour les entreprises qui ne se transforment pas. Et je pense que les RH, encore une fois, doivent être les leaders de ces discussions et de ces transformations. Je te rejoins assez, moi je parle à beaucoup de RH comme tu sais, et je te rejoins assez sur une frustration que je sens grandissante, c'est que leurs besoins ne sont pas priorisés par les gens dans leur boîte qui amènent les solutions, parce qu'on veut naturellement d'abord s'occuper de choses qui ont un impact sur le client ou sur la production. Et donc les RH, ils ont des tickets dormants, disant mais j'aimerais bien, etc. Et d'ailleurs, je profite pour faire un peu de pub chez Q7, Leader. On ouvre un développement à des RH qui voudraient se mettre dans un développement AI pour comprendre ce que c'est, comment on fait. Et donc on développe ensemble, parce qu'il y a finalement grande problématique du monde RH, c'est le syndrome du not invented here. Chacun pense que ses besoins sont tellement spécifiques qu'il faut une solution spécifique. Alors c'est peut-être vrai quand il y a des cultures très déterminées comme chez Alan. Grosso modo, les besoins sont les mêmes. Et donc, nous, on est plutôt occupés à dire au RH, n'allez plus suivre des formations Excel, n'envoyez plus les équipes en formation Excel, mais prenez des formations pour, il faut même plus coder, pour faire des prompts vers des outils AI, pour créer vos agents qui vont vous aider à éventuellement faire quelque chose en Excel ou dans autre chose pour vous. Et donc, voilà, on ouvre un co-développement pour des RH qui sont intéressés de participer à ça ensemble, de comprendre ce que c'est un mindset, comprendre le mindset AI, comment on l'acquiert, quelles sont les techniques, les technologies dispo, et puis quelle est l'éthique à mettre autour, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Ça, c'est tout un autre pan qu'on n'aura pas l'occasion de couvrir aujourd'hui. Un peu en clôture, est-ce qu'il y a une tendance qui t'inquiète actuellement? Le seul point je suis de nature plutôt optimiste méthodique, c'est-à-dire qu'on peut décider du futur qu'on veut, comme tu le disais dans Walt Disney, et essayer de le faire évoluer. Donc, je n'ai pas tendance à m'inquiéter, j'essaie plutôt de construire le monde de demain. Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est quand je vois de la polarisation des débats, qu'on arrête de penser que les autres ont des bonnes intentions et que ça devient difficile d'avoir des discussions constructives. Et donc, comment collectivement on remet de la nuance dans la société. On comprend que tout est un trade-off et que l'exercice du pouvoir, même pour nos politiques, même s'ils prennent des décisions imparfaites, c'est un jouet avec un jeu de contraintes. Donc, essayer de mieux comprendre les contraintes de chacun pour ne pas être complètement absolutiste, tout en, comme tu disais, il faut comprendre les règles pour les casser, tout en sachant où on peut innover, où il faut prendre du risque. Je pense que c'est ça, collectivement, que je pense qu'il faut qu'on arrive à résoudre pour notre société. J'ai vraiment une peur de l'obsolescence européenne si on ne se réveille pas. Je crois qu'on a du mal à comprendre que notre modèle social n'est pas acquis et qu'on n'est pas des grandes sociétés de la tech qui ont inventé la machine à imprimer les billets. Malheureusement, notre modèle social doit être financé. Pour être financé, il faut de la compétitivité économique, il faut de la création de valeur pour redistribuer la valeur. Pour la création de valeur, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie d'entreprendre, de créer tous ensemble. Il faut de la liberté pour faire ça. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ça en Europe et qu'on pense qu'on a des robinets illimités. Et j'ai peur qu'on arrive à un moment où le système social que je pense est supérieur à plein d'autres régions du monde, juste s'effondre parce qu'on veut plus, on puisse plus soutenir nos créanciers parce qu'ils dépendent de nos créanciers, ne veulent plus le financer. Et je comprendrai pourquoi. Et qu'on ne soit pas réveillé sur... on a des leaders mondiaux dans chacune des industries qui nous permettent d'être indépendants et de contrôler notre destinée. Une dernière question avec une réponse qui peut être courte. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir au début de ta carrière? C'est difficile à dire parce que
Parfois, il y a des conseils que j'ai entendus, mais que j'étais pas prêt à digérer. Mais je pense qu'au début de ta carrière, tu sais pas encore pourquoi optimiser. Parfois, tu essayes d'optimiser pour être comme d'autres personnes et juste trouver ton compas intérieur et qu'est-ce qui te drive vraiment. Et je pense que c'est un vrai travail qui est nécessaire. Ceci étant dit, encore une fois, c'est facile à dire a posteriori et c'est peut-être juste le chemin qui compte et que parfois, il faut essayer d'être quelqu'un d'autre pendant un temps pour trouver qui on veut être soi-même. Donc, je fais toujours attention avec les conseils. Merci Jean-Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Ça t'a plu? C'était un plaisir, j'ai adoré. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.